Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Corté. Au menu, le lien entre religion et politique. Ou quand le politique se fend d'un intérêt pour le religieux au point de le convoquer dans ses discours, ce qui ne manque pas de faire frémir les tenants d'une laïcité scrupuleuse. Le discours d'Emmanuel Macron devant la conférence des évêques de France, où il a estimé que le lien entre l'Église et l'État était abîmé et qu'il convenait de le réparer, relève de ce registre. Le président de la République est-il allé trop loin ? De la même façon, la loi de 1905 est-elle menacée en Corse quand des responsables politiques font des références directes à la relation étroite que l'île a nouée avec la religion chrétienne au fil des siècles ? Religion et politique, liaison dangereuse, c'est maintenant dans Agora. Nous nous retrouvons dans les locaux de la bibliothèque universitaire et comme à l'accoutumée, avant de rejoindre mes invités, je vais distribuer des téléphones portables afin que vous nous filmiez. Ce sont des images qui seront utilisées dans le montage final de cette émission. Jeune homme, je vous sens motivé. Voilà. Bonjour à vous trois. Eh bien, je vous présente alors Françoise Albertini. Je suis très content de vous avoir sur ce plateau. Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Corse. Je ne crois pas m'être trompé. Vos travaux explorent de nombreux thèmes en relation avec les champs de la culture, de la société et du politique. Vous avez participé à l'ouvrage collectif Oser la laïcité, paru en 2017. Nous y reviendrons sans doute. Elsa Renaud. Bonjour, vous êtes présidente de la section Corse de la Ligue des droits de l'homme depuis 2014. Parmi les principes chers à la LDH figure le respect de la laïcité. Vous nous direz si tout se passe bien en Corse de ce point de vue-là. Quant à vous, eh bien, Pierre-Jean Franceschi, merci d'être ici. Vous avez été ordonné diacre, voilà 21 ans. Vous êtes rattaché à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bastia, c'est bien ça ? C'est bien ça. Très engagé au service de l'Église de Corse, vous prêchez la bonne parole aux quatre coins de l'île et je suis sûr que vous avez énormément de choses intéressantes à nous dire sur le rapport de la Corse et du politique, peut-être même, je l'espère en tout cas, aux religieux. Les politiques en font-ils trop dans le registre du religieux ? Et en fait, j'ai envie de vous renvoyer immédiatement à un discours qui est celui du président de la République, Emmanuel Macron, président qu'il a donné devant la conférence des évêques de France. Je pense que Pierre-Jean Franceschi, vous l'avez sans doute suivi, au mois d'avril dernier. Il évoque son souhait de réparer le lien entre l'Église et l'État qui se serait abîmé. Pierre-Jean Franceschi, ça vous a rassuré, ce type de discours ? À vrai dire, il ne m'a ni rassuré ni inquiété. Dans la mesure où la laïcité ici se vit différemment d'ailleurs. Donc ici, quand je dis ici, c'est en Corse. C'est là où je suis, c'est là où je suis appelé à exercer mon ministère. Après, la Corse étant dans la République française, c'est pas moi qui vais contester cela. Et puis en tout cas, ici, ce n'est pas le but. Juste une parenthèse, voilà. Pourquoi ça s'exerce différemment en Corse selon vous ? Alors, ça s'exerce différemment parce qu'en Corse, je dirais, il est resté dans l'habitude communautaire de se rassembler pour les fêtes religieuses et de s'y rassembler dans la diversité des âges, des engagements humains, des qualités que l'on peut avoir dans la vie. Très bien, mais alors fêtes religieuses, vous croisez aussi régulièrement des politiques, parce que là aussi on est dans ce contexte où on se pose un peu la question de la religion et du politique. Qu'est-ce que vous notez du rapport de nos politiques ici en Corse à la religion en général ? Je pense que d'une part, ils rejoignent les gens qui se rassemblent. Ils pourraient s'en aller à la pêche le jour du 8 septembre, plutôt que de s'en aller sur le champ de foire de la Santa ou de la Vasine ou dans les autres lieux où les gens se rassemblent. Mais ils préfèrent être au milieu de leur peuple. Ils sont élus par des gens, ils appartiennent à une histoire eux aussi, ils y sont souvent par des liens privilégiés ou particuliers qui les lient à ces régions-là. Voilà. Et donc ils se retrouvent dans des lieux pour prier, ou en tout cas pour se rassembler avec les autres. Donc moi, je ne vois aucun inconvénient à cela. Est-ce que vous trouvez ça logique alors ? Effectivement, ce comportement, ce fonctionnement tel qu'on le retrouve ici en Corse. Vous, l'anthropologue de la communication. Oui. Alors écoutez, moi je voudrais dire tout simplement que si on parle de laïcité à la française, à juste titre, on renvoie à la loi de 1905, mais si on prend un petit peu de distance aussi, on peut voir qu'en Europe, on a autant de pays et autant de modèles de laïcité. Alors, si je comprends bien, la laïcité à la française pour vous, c'est quand même un carcan. Non, c'est non, pas parce que péjoratif. Vous renvoyez vers d'autres laïcités. Je renvoie sur la diversité possible de la laïcité. Je pense que... Soyons concrets, ça nous amènerait à quoi ? Soyons concrets.
Je vais revenir déjà sur le lien entre politique et religion. Oui. Pour moi, le point commun entre politique et religion, c'est que les deux sont fondés sur la croyance, déjà. Hein. Donc c'est vraiment le dénominateur commun entre les deux choses. Maintenant, quand on revient sur la question de laïcité, bien sûr un principe que l'on doit situer, et que l'on doit situer par rapport à la Corse, qui est un espace très fortement marqué par la chrétienté. Donc ça, on ne peut pas s'en défaire, comme disait Pierre-Jean tout à l'heure, et madame, c'est notre culture. Donc à partir de là, je crois qu'il y a une manière sereine de vivre la laïcité, c'est-à-dire de l'adapter à un territoire, peut-être même d'être inventif. Hein. On voit que la laïcité, ne serait-ce qu'en France, a des modalités dérogatives, me semble-t-il, en Alsace, en Moselle. Donc je crois qu'il faut être capable de ne pas en faire un problème et de la vivre. Je vais revenir sur ce que j'entends, parce qu'on est parti de la loi de 1905, qui est bien plus qu'une loi de circonstance, parce qu'il faut quand même dire que dans les textes, je dirais, fondamentaux, hein, les textes universelle, la déclaration, par exemple, des droits de l'homme de 1948, la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, ce principe de laïcité est affirmé sous le terme de liberté. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la liberté d'exprimer dans l'espace public, dans l'espace... Mais Françoise Albertini évoquait quand même une possible adaptation aussi aux caractéristiques du territoire. En tout cas, hein, si je suis bien. À partir du moment où la liberté de chacun est respectée, l'adaptation, oui. Elle ne vous dérangerait pas. C'est pas un principe pour vous intangible. Ceci dit, si effectivement les références à la religion chrétienne saturent l'espace au point de devenir excluant ou discriminant, parce qu'effectivement, si la société est envahie de signes religieux, de la chrétienté par exemple, et que moi, en tant que juif, que musulman, que non-croyant, je me sens exclu, là, la laïcité est mise à mal, puisque la liberté de croire... Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi qu'une partie de la population sur l'île, qui ne partage pas ces croyances, le rapport à la foi chrétienne, se sente un petit peu exclue quand on voit justement des politiques, leurs représentants élus, participer à certaines fêtes, participer à des offices, souvent même au premier rang? Moi, je ne crois pas que ça pose problème. Et quand on regarde l'espace corse, il est très fortement marqué de chrétienté, certes, mais on a aussi beaucoup d'implantations d'autres religiosités. Je regardais par exemple avec mes étudiants l'autre jour, il y a des implantations évangélistes, il y a des implantations... Voilà, donc je crois qu'on peut tout à fait vivre une laïcité située qui prennent en compte la culture locale et en même temps ne pas en faire un cheval de bataille et un principe qui va exclure. Au contraire, comme vous l'avez rappelé, madame, c'est un principe qui garantit. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'après ces premiers échanges, comme on le fait habituellement dans Agora, il serait intéressant que le public nous livre son point de vue. Je vous ai vu hocher la tête à une ou deux reprises. Est-ce que je me trompe si vous avez peut-être une question, une observation à faire sur cette problématique? Peut-être vous pouvez vous présenter pour commencer. Alors, je suis Nicolas Sorbe, enseignant de langue et culture corse à l'université. Je trouve ce débat très intéressant, les échanges riches. Il me semble que la réflexion sur la laïcité, c'est quand même une réflexion qui revient souvent, c'est récurrent, et ce qui prouve que c'est quand même quelque chose de complexe. Les réponses sont difficiles à apporter. Pour en revenir sur cette loi de 1905, si on se penche un petit peu sur cette histoire-là, on s'aperçoit rapidement qu'elle n'est pas là pour régler les conflits, mais elle est là pour clairement, nettement séparer l'Église de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réfléchir à une citoyenneté qui soit sociétale, donc quelque chose une loi qui garantirait un apaisement au sein de la société. Et cette loi n'a pas été créée pour ça. Et aujourd'hui, on sent bien que certains conflits apparaissent et que la loi ne suffit pas. Cette loi ne suffit pas. Voilà. C'est très intéressant comme point de vue et eh bien je serais très intéressé à savoir si vous, effectivement, cette idée qui consiste à dire on a une loi, certes, qui correspond aussi à un temps très particulier, un temps donné, 1905, c'est un petit peu ancien tout ça. La société a énormément changé.
Est-ce qu'à votre avis, effectivement, cette loi, d'abord, ne suffit pas, et puis qu'il faudrait peut-être, d'un point de vue sociétal, imaginer autre chose? Mais de fait, la laïcité, c'est pas un devoir-être, c'est pas un slogan. De fait, on bénéficie de la laïcité. On est là en train de débattre dans une bibliothèque de laïcité, de la place du religieux dans la société, du rapport. Donc la laïcité, on en bénéficie tous parce que c'est quand même ça, c'est la garantie de pouvoir débattre dans l'espace public de convictions différentes, de points de vue différents, d'opinions différentes, sans que ces opinions interfèrent sur le pouvoir politique et sans que le pouvoir politique soit soumis à un dogme, quel qu'il soit. En tout cas, Pierre-Jean Franceschi, je vous vois effectivement opiner. Vous ne vous sentez pas restreint d'une façon ou d'une autre par ce principe de laïcité dans votre action? Absolument pas. Ouais. Non, absolument pas. Je pense que pour la laïcité, si elle est vécue de manière humaine, elle peut être un fil conducteur. Elle peut être même libérateur. Parce que ça libère. C'est un principe d'émancipation, la laïcité, puisque c'est la liberté de penser. C'est comme ça qu'on doit la vivre. Après, ça laisse à chacun la liberté, justement, d'adhérer ou de ne pas y adhérer, de participer ou de ne pas y participer. Et ça laisse à chacun la liberté de vivre sa condition humaine. On n'aurait pas nécessairement besoin d'évoluer, comme Françoise Albertini nous le disait. On peut toujours évoluer, ça fait aussi partie d'une construction. Hein. Ça fait... Je sais que vous êtes assez naturellement, vous regardez du côté de l'Italie, je crois, Françoise Albertini. Oui. Effectivement, qui a une autre histoire, tout autre dans ce registre-là. Quand vous parlez d'adaptation, vous pensez à des choses qui ont plus à voir avec notre contexte méditerranéen et notre proximité avec ce cousin qu'est l'Italie? Oui, pour moi, nous faisons partie de l'espace méditerranéen. Nous avons une culture, pour reprendre le titre d'un ouvrage, qui est entre Paris et Florence, je dirais même entre Paris, Florence et Rome, et qu'à partir de là, on doit vivre notre laïcité de manière très sereine. Et puis rien n'empêche la Corse, qui est quand même un carrefour des civilisations. Je me permets de vous rappeler que c'est le pays où on danse encore la mouresque, c'est-à-dire ce combat à la fois politique et religieux du chrétien contre les morts. Hein. C'est quelque chose de très important. Donc là, pourquoi ne pas poser le principe de la laïcité peut-être dans sa variante locale et la vivre de manière très sereine. Je vous ai entendu dire que c'était un principe, je suis entièrement d'accord avec vous. Le principe en tant que tel est garant de notre liberté, il n'est pas négociable, mais il est peut-être adaptable. Oui. En tout cas, je vous vois Il relativement serein. Il est toujours en devenir. Tout à fait. Mais enfin, quand on regarde autour de nous, alors c'est vrai que peut-être que vous allez me dire que la Corse fait exception, mais enfin, il y a des voix qui s'élèvent, qui ne cessent de s'élever. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter une vidéo qui va un petit peu dans ce sens-là, sur un principe, une laïcité qui est quand même potentiellement menacée. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, si vous estimez qu'en Corse, on est sur ce registre un peu plus serein, qui fait qu'effectivement, on est là-dedans? Je crois qu'il faut éviter d'avoir peur de l'autre déjà, hein, et voir, avant de voir un individu noir, jaune, etc. Ce que je dis souvent à mes étudiants, avant de voir une différence, voyez une similitude, voyez un être humain et ne voyez pas autre chose d'abord. Hein. Je crois que le problème de l'identité interfère sur la question de la laïcité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande liberté d'expression, il y a une liberté de culture, il y a une liberté de pratique. Les curés, les prêtres ou les pasteurs ne sont plus des inquisiteurs, et Dieu merci. La religion, elle ne reste plus un opium pour qui que ce soit. Je dirais, on laisse les gens libres de la pratiquer, de ne pas la pratiquer, d'y être indifférent. Je pense que c'est la plus grande liberté qu'on a. Donc la Corse est une terre de laïcité. Ah, non, tiens, alors ça c'est intéressant. Ce n'est pas une terre de laïcité. C'est pas une terre chrétienne, vous allez voilà. En fait, ce qui est induit dans... Voilà. C'est peut-être une terre de laïcité, mais je dirais plus à la mode italienne qu'à la mode française. Voilà. Ah, pour le coup, je pense qu'on est plus laïque à la mode italienne qu'à la mode française. Vous pouvez expliquer, c'est-à-dire que la laïcité à la mode française, c'est vraiment une séparation entre l'Église, l'État, la relation humaine et la relation de la pratique.
Jusque-là, vous nous disiez que ce n'était pas En un France, contexte je qui était parle en finalement France. si pesant. Voilà. Ouais, ouais. Mais ici, c'est pas. Ici, on occupe l'espace public sans heurter personne. On sort en procession sans heurter qui que ce soit. Au contraire, il y a des gens qui nous suivent et qui nous respectent même sur notre chemin. Même si les gens sont indifférents plus qu'il y a 30 ans. De toute façon, vous gênez, Elsa Renaud. Mais je m'interroge à savoir si effectivement les processions ne dérangent personne. Est-ce que l'expression dans l'espace public d'autres pratiques, d'autres cultes, on a connu le cas, serait ouais. aussi Accepté. vécu sereinement? Là, il faut que vous soyez juste un tout petit peu plus explicite, Elsa. Par exemple, on parle de quoi? De la population musulmane, simplement que les choses... Je pense tout simplement à, il n'y a pas très longtemps, à Ajaccio, le culte musulman avait voulu organiser la fête de l'Aïd et des expressions très violentes ont conduit ces personnes à se résigner, à ne pas... Oui, mais ça Ça renvoie quand même à une société qui n'est pas si sereine que ça. Mais ça, je dirais... Alors que la municipalité avait mis à disposition le terrain, etc. Oui, tout à fait. Mais après, ça dépend aussi des individus. Et c'est là où souvent, je dirais, on fait passer notre idéologie personnelle avant justement le bien-être de tous. Voilà. Et c'est là où il faut sortir de ça. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Juste rapide complément, alors François. Juste un mot pour intervenir sur ce point précis. À mon sens, la Corse est le carrefour des laïcités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve, me semble-t-il, au-delà des événements qu'on peut qualifier de ponctuels, peut-être même d'épiphénomènes que parfois, pardonnez-moi, les médias montent en épingle, on retrouve historiquement une tolérance sur l'espace public. On a des juifs du temps de Paoli qui sont protégés. Moi j'habite à Île-Rousse où le culte musulman est pratiqué sans que ça pose d'énormes problèmes. Effectivement, de temps en temps, il y a des petits éléments comme ça, mais je crois que la force de la Corse, c'est d'être capable de drainer dans cette diversité un certain nombre de laïcités et le fait qu'elles puissent converger. Je prends un exemple précis. Regardez la Saint-Joseph à Bastia et puis la Madonnouche à Ajaccio, où l'on voit défiler en fait une communauté éphémère avec aussi bien des chrétiens que des musulmans, que d'autres religiosités. Et c'est ça qui est important. Il faut voir aussi le côté positif des choses et peut-être éviter de monter en épingle. Alors vous allez me dire que je monte encore certaines choses en épingle, mais excusez-moi, Elsa Renaud, je vais vous faire écouter quand même rapidement une petite vidéo que j'ai eu l'occasion, c'est la suite d'une discussion avec Laurent Bouvet. Et je sais que Elsa Renaud connaît ce nom. En fait, il figure parmi les créateurs du Printemps républicain. Alors vous connaissez le nom, je n'ai pas dit la personne. Un mouvement qui s'est fait connaître pour ses positions très arrêtées en matière de défense de la laïcité. Ne doivent pas être tout à fait d'ailleurs vos positions. Je lui ai demandé quel exemple récent lui donnait le sentiment que la loi de 1905 était menacée. La principale atteinte aujourd'hui à la loi de 1905 est le fait des communes qui financent sur des fonds publics des activités cultuelles, et en particulier évidemment des édifices cultuels, d'abord et avant tout pour la religion musulmane, bien sûr, puisque c'était celle qui n'était pas présente sur le territoire métropolitain lorsque la loi de 1905 a été votée. Il y a eu un besoin de plus en plus important ces dernières années d'édifices cultuels pour les musulmans. Ce financement public des activités cultuelles, par l'attribution de terrain, par exemple, dans des conditions particulières à des associations cultuelles, se fait largement en contradiction avec le principe de séparation inscrit à l'article 2 de la loi de 1905, la séparation entre l'État et les cultes, donc la puissance publique et les cultes. Est-ce que c'est un cas de figure, ce qu'il évoque, une situation qui est si éloignée à votre sens de ce que l'on connaît en Corse? Alors, simplement dire que les religions, les cultes peuvent s'organiser en association, et donc à ce titre bénéficier d'aides publiques, semble-t-il. Préciser quand, au moment où la loi de 1905 est votée, eh bien, la religion musulmane est présente
pour la République française, et c'est la République française qui ne prend pas en compte la religion musulmane, puisque effectivement la loi de séparation va s'appliquer sur le territoire français métropolitain, mais par exemple l'Algérie n'est pas. Il évoque effectivement la question des terrains. Moi c'est amusant parce qu'en l'écoutant, j'ai pensé à une situation, alors peut-être qu'elle est assez différente, mais enfin, il y a le cas de la future église de Portici. Il y a un bail amphithéotique cultuel qui a été passé. La mairie met à disposition un terrain. Ça, c'est pas un problème en rapport avec la laïcité à vos yeux, ce type de démarche? Pour établir. Attention, le bail amphithéotique cultuel est quelque chose de tout à fait autorisé par la loi. Hein. Soyons clairs. C'est un privilège accordé, c'est en ce sens que ça peut déroger, parce que c'est un privilège accordé à un culte particulier. Après, il faudrait. Donc pas de violation. Il faudrait que les aides puissent être accordées à tous ceux tous les cultes qui pourraient en bénéficier. Très très bien. Voilà. Alors, est-ce que dans le public, là on en est rendu à un certain stade du débat qui est déjà très très avancé, y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'exprimer, faire valoir un point de vue? Volontiers. Présentez-vous avant toute chose. Jean-Bernard Flores, j'enseigne la philosophie à l'Université de Corse. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Albertini. J'ai trouvé ça intéressant. Vous avez fait le lien en fait entre la religion et la politique en disant qu'en fait ce qui faisait le lien c'était la croyance. Et j'aurais aimé que vous développiez ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire que la religion a des valeurs, que la politique a des valeurs et que donc on croit aux valeurs? Comment est-ce que vous voulez... Oui, je pense que la religion et la politique ont en commun d'être fondées sur la croyance. Croyance dans le divin, mais croyance aussi dans l'humain. On le voit très nettement en Corse par rapport à nos politiques. Nous avons quelque part une sorte de délégation de pouvoir vis-à-vis de nos politiques et on s'adresse à eux un petit peu comme on s'adresserait au curé, à Dieu, à tous ces intermédiaires du sacré, quoi. Je crois que c'est très important. C'est encore une fois... Vous parlez d'élus de droit divin, c'est ça? C'est encore, j'allais dire, très important parce que ça fait partie de la constitution du corps politique. Et puis de l'attitude que l'on peut avoir dans une société civique aussi. Alors, moi, c'est vrai que ça m'interroge parce que on est en démocratie et la démocratie, c'est le débat, c'est le doute, c'est l'interrogation, c'est la contradiction. Donc, voilà, c'est la raison, mais l'un au n'empêche sens pas des l'autre. lumières. Et donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça serait une croyance. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, c'est justement parce que nous comme sommes... on s'approche de la fin de l'émission, excusez-moi. Moi, j'aimerais bien quand même entendre Pierre-Jean Franceschi, parce que Pierre-Jean Franceschi a énormément... Enfin, voilà, vous arpentez le territoire depuis très très longtemps, vous y cultivez de nombreuses amitiés, et notamment, vous avez une proximité avec Jean-Guy Talamone, qui est un homme qui me paraît, de ce que j'ai vu, effectivement, véritablement très sincère dans son rapport à la foi. Pourquoi est-ce que j'évoque le cas de Jean-Guy Talamone? Parce qu'il y a eu ce fameux voyage au Vatican, dont vous avez été véritablement l'une des personnes qui l'a rendu possible. Jean-Guy Talamone s'était rendu en mars 2017 au Vatican, où il avait eu notamment l'occasion de croiser le pape. C'est un voyage quand même qui avait une connotation en partie, pas seulement, mais en partie politique. Je me rappelle notamment qu'il y avait cette lettre qui a été remise au pape François, dans laquelle figurait un certain nombre de revendications parmi les plus importantes aux yeux des nationalistes. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, en jouant ce rôle d'aide, on va dire, dans ce voyage, vous étiez à votre place? Est-ce que Jean-Guy Talamone y était à la sienne? Alors, à ma place, vous savez, la place qui est la mienne est la suivante. Sur le plan humain, je peux être n'importe qui, je peux être monsieur tout le monde, avec mes fragilités, mes défauts, mes faiblesses et mes points de vue. À la place qui est celle d'un ministre ordonné, c'est comme ça qu'on en appelle même dans un pays laïque, j'étais au moyen de la prison et c'était l'État qui me payait symboliquement, mais j'étais pour l'État ministre ordonné, ministre du culte ordonné. Bon. Donc pour le ministre ordonné, sa première fonction, c'est de mettre les gens ensemble. C'est de mettre les diversités, je dirais, ensemble, pour qu'ensemble, ils puissent vivre quelque chose. Très bien. Mais alors, en tant que responsable politique, président de l'Assemblée de Corse, je reviens à la question un petit peu provocatrice que je vous posais. Était-il à sa place, effectivement, et vous, étiez-vous à la vôtre? Moi, je pense que je n'ai pas été jusque-là.
J'ai été un homme qui, certes, avait des responsabilités, mais quand la demande avait été faite, il n'était pas encore en responsabilité. Du moins, il n'avait pas ces responsabilités-là. D'accord. Voilà. Il s'est trouvé qu'elle a abouti une fois qu'il a été président de l'Assemblée de Corse, mais la première demande, elle a été faite à un moment où il n'était pas du tout président de l'Assemblée de Corse, donc où elle émanait d'un homme qui vivait un moment qui était peut-être particulier dans sa vie, et il voulait non pas le mettre sous le regard du Saint-Père, mais cette opportunité pouvait Voilà. l'aider. Et notamment la diplomatie vaticane, peut-être aussi au passage. Absolument. Je suis désolé parce qu'on aurait eu encore énormément de choses à se dire, sans aucun doute. Oui, et dire que mais c'était un président, de fait, c'est un président d'une assemblée territoriale qui a rencontré un chef d'État. ça, personne ne peut dire l'inverse. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons poursuivre rapidement notre conversation. Et quant à nous, eh bien, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Et je ne saurais jamais trop vous conseiller, comme à l'habitude, eh bien, de poursuivre le débat. Merci encore.